Ce vendredi, c'est le jour J pour les Jeux Olympiques de Pékin. Dans les rues de la capitale chinoise, l'ouverture des JO suscite l'enthousiasme. Des centaines de personnes ont fait la queue pendant des heures pour obtenir un souvenir collector de l'événement sportif. J'ai commencé à attendre dans la queue à partir de 8h30, avant même l'ouverture. Quand ils ont ouvert, j'ai fait partie du premier groupe de personnes à entrer. Si certains collectionnent les souvenirs olympiques en simple amateur, d'autres en font une véritable passion. C'est une édition limitée des broches olympiques. Elles ont la forme de nids d'oiseaux et de flocons de neige, avec les thèmes de la cérémonie d'ouverture et la cérémonie de clôture. Malgré leur engouement, les Pékinois ne pourront pas assister aux JO. Seul un public très restreint est autorisé en raison du Covid-19. La flamme olympique des Jeux de Pékin pourrait-elle s'éteindre face aux restrictions sanitaires imposées par le régime chinois? Les journalistes venus du monde entier pour couvrir ces JO s'interrogent. Étroitement surveillés par les autorités, ils ne sont pas autorisés à bouger librement dans la ville et doivent passer le plus clair de leur temps à l'hôtel ou au centre de presse. Nous avons l'impression d'être en prison. Nous ne pouvons pas sortir de l'hôtel, la police est dehors, il y a une grande barrière. Je ne ressens pas l'esprit olympique. Peut-être quand tout débutera, ce sera différent, mais je ne sais pas. C'est vraiment bizarre. Ces Jeux Olympiques sont très différents des autres. Ce sont mes 14e JO et ce sont les plus stricts en termes de règles. Je comprends pourquoi, parce qu'il est évident que ce ne serait pas une très bonne histoire ou un gros titre dans le monde entier si le Covid-19 infectait tout le monde ici aux Jeux. En dehors de la bulle, aucun contact n'est autorisé avec la population générale. Pékin observe une stratégie du zéro Covid. Dans les 2 prochaines semaines, près de 12 000 personnes doivent travailler ou participer à ces Jeux. Et déjà plus de 300 ont été testées positives. La Russie et la Chine ont affiché leur unité contre l'Occident lors de l'ouverture des JO de Pékin. À son arrivée, le président russe Vladimir Poutine a rencontré son homologue chinois, Xi Jinping. Leurs ministres des Affaires étrangères ont aussi tenu une réunion en marge de la rencontre. Les déclarations de Washington contre la Russie, accusant Moscou de monter des fausses vidéos pour justifier une invasion, ont été au cœur de leur discussion. J'ai lu certaines déclarations du département d'État américain, selon lesquelles la Russie prépare de fausses vidéos montrant une prétendue attaque des troupes ukrainiennes sur le Donbass. Eh bien, je ne sais pas. La nature délirante de ce genre d'assertion, et il y en a de plus en plus chaque jour, est évidente pour tout politologue plus ou moins expérimenté. Ces accusations américaines surviennent alors que les troupes de l'OTAN continuent d'arriver dans les pays de l'Est de l'Europe. Les autorités ukrainiennes prennent le parti de Washington. Nous avons su par les États-Unis que de telles fausses vidéos montées par la Russie pour justifier une invasion sont rendues publiques. Ce n'est pas une surprise. Depuis 2014, ces actions assidueuses russes sont courantes. Nous avons vu qu'ils sont prêts à tout pour essayer de fabriquer quelque chose et d'accuser l'Ukraine. Alors que les manœuvres militaires se poursuivent près de la frontière ukrainienne, le président français et la chancelière allemande ont déclaré qu'ils allaient venir à Moscou le 14 et 15 février prochain pour essayer de trouver une solution politique à la crise. Entre diplomatie et sanctions, l'Union européenne prépare sa réponse à une éventuelle invasion de l'Ukraine par la Russie. Euronews a interrogé la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, alors que les tensions s'accentuent à l'est du continent. On ne voit aucun signe de désescalade, au contraire, on voit les États-Unis et la Russie rassembler des troupes. La diplomatie a-t-elle échoué et l'Europe se dirige-t-elle vers une véritable guerre? Nous ne devons pas abandonner nos efforts diplomatiques face à la crise provoquée par la Russie. Nous faisons tout ce qui est possible pour que la diplomatie et le dialogue réussissent. Mais nous sommes aussi très clairs. En cas d'une nouvelle agression militaire de la Russie contre l'Ukraine,
il y aura des conséquences très graves et un coût très lourd pour la Russie. Nous avons préparé un paquet de sanctions très robuste et complet. Pouvez-vous nous en dire plus sur ces sanctions? Cela comprend un accès limité pour la Russie au marché financier de l'Union européenne. Cela comprend un accès limité pour la Russie à des biens cruciaux et à des technologies dont elle a besoin et qui ne peuvent pas être remplacées ou fournies facilement. Il est donc dans l'intérêt de la Russie d'engager une désescalade. L'Union européenne peut-elle se permettre des sanctions qui finiraient par menacer son approvisionnement énergétique? En effet, ce serait une situation grave. Mais nous avons fait notre travail et nous travaillons intensément pour empêcher une telle situation et pour être prêts si elle devait arriver. J'ai créé un partenariat de sécurité énergétique avec le président Joe Biden. La semaine prochaine, il y aura un sommet sur la sécurité énergétique. Et bien sûr, nous avons parlé à différents fournisseurs de gaz naturel liquéfié à travers le monde qui se disent intéressés à combler le vide que laisserait la Russie. À propos de l'Union européenne en tant qu'ensemble, on voit des États membres prendre des initiatives individuelles, par exemple le Premier ministre hongrois qui rencontre le président russe et qui publiquement déclare que les demandes de Moscou sont raisonnables et que les sanctions ne mènent à rien. Quels sont les leviers dont dispose l'Union dans cette crise mondiale? Il y a l'unité et un alignement très fort au sein de l'Union européenne. Et à propos de la Hongrie, jusqu'à maintenant, elle a soutenu les sanctions contre la Russie et elle a annoncé qu'évidemment, elle maintiendrait l'unité européenne s'il devenait nécessaire d'agir. Merci d'avoir répondu à nos questions. Oluchi Onyekwere est étudiante en école d'infirmière et elle a vaincu le cancer il y a 8 ans. Son expérience lui a donné envie d'aider les gens à combattre cette maladie qui continue de tuer des millions de personnes à travers le monde. Je suis une survivante du cancer. J'ai réussi à le vaincre quand j'étais enfant. Le combat n'a pas été facile. Ayant vécu cette épreuve, j'ai voulu devenir infirmière pour aider les combattants du cancer. Je m'étais promis que si je survivais à ça, j'allais aider les autres malades. Selon un rapport de l'Observatoire mondial du cancer, en 2020, le Nigeria a enregistré près de 125 000 nouveaux cas de cancer qui ont causé la mort à près de 79 000 malades. À l'occasion de la journée mondiale contre le cancer ce vendredi, les soignants nigérians appellent à davantage d'actions pour lutter contre cette maladie particulièrement meurtrière. Pour ce médecin, la détection précoce et la sensibilisation sont essentielles pour combattre la maladie. Le dépistage est très important pour détecter un cancer très tôt, ou même avant qu'il ne se développe. Cela permet de le détecter à un stade très précoce. Le traitement sera ainsi plus facile et moins onéreux. Par exemple, pour le cancer colorectal, à partir de 50 ans, on propose aux patients de faire une coloscopie. Grâce à cet examen, on peut détecter les lésions précancéreuses ou polypes que l'on peut extraire, avant même que ça ne se transforme en cancer. Alors que pour une personne qui ne fait pas cet examen, il est souvent trop tard. Cette semaine, plusieurs soignants et associations ont organisé des activités telles que le dépistage, les tests et la sensibilisation des populations sur les dangers du cancer. L'Ukraine est sur le pied de guerre. Alors que le pays redoute toujours une offensive russe, les autorités remettent en service les anciens bunkers en cas d'attaque. C'est dans ce contexte que cette mosquée de Kiev a découvert l'existence d'un abri anti-bombe dans son sous-sol. Il en existe environ 500 comme celui-ci dans la capitale ukrainienne, des bunkers qui datent pour la plupart de la guerre froide. Nous avons acheté ce bâtiment que nous avons transformé en centre culturel islamique. Ce n'est qu'en décembre dernier, lorsqu'une carte des abris anti-bombes de Kiev a été publiée, que nous avons réalisé que notre sous-sol abritait en fait un bunker. Ce simple gymnase en apparence est équipé de murs en béton armé, de lits de fortune, de réserves en nourriture, en eau, en médicaments et d'un conduit de ventilation spécial. Le refuge sera ouvert à tous les citoyens qui en ont besoin et pas seulement aux musulmans.
Les lieux officiellement désignés comme abris anti-aériens devront être opérationnels en moins d'1 heure en cas d'assaut russe.